À Somgandé, deux chiffres ont brusquement déraillé et renversé toutes les prévisions du Burkina Faso. En moins d'une matinée, l'écart anormal des courbes minérales a fracturé le calme scientifique et déclenché une chaîne d'alerte qui a fait vaciller marché, chancellerie et opinion. Que signifie cette rupture fulgurante pour un pays jeune lorsque le nom d'Ibrahim Traoré se retrouve propulsé au cœur d'un enjeu où la souveraineté se joue à découvert ? Un horizon nouveau s'est ouvert, bref mais décisif. La découverte de Somgandé impose désormais une question simple et sévère. Comment un pays encore jeune peut-il transformer une anomalie géologique en levier durable sans perdre l'initiative stratégique ? Au-delà de l'éclat des diamants, l'intérêt majeur, maîtrisé avant d'exploiter, devient une promesse décisive pour l'ensemble du Burkina Faso, une promesse qui structure déjà les attentes populaires et les inquiétudes internationales. Les premières réactions montrent pourquoi l'enjeu dépasse la richesse minérale. Marché affolé, chancelleries en éveil, mobilisation militaire en quelques heures et un récit national qui glisse vers un test grandeur nature de souveraineté. Mais une tension persiste, à peine dissimulée. La fenêtre pour transformer la découverte en stabilité est courte, et chaque décision prise trop tôt ou trop tard peut faire basculer l'équilibre fragile qui entoure Somgandé. C'est précisément ce risque, simultanément politique, économique et social, qui confère au pays une responsabilité collective rarement observée dans la région. Les premières heures ont révélé une anomalie saisissante. À 0,7 à 46, les densités minérales ont brusquement divergé des modèles standards. Cette inflexion, confirmée par plusieurs vérifications successives, a fourni la première preuve matérielle que Somgandé n'était plus un simple site volcanique endormi, mais un système carboné d'une ampleur inhabituelle. À partir de ce moment précis, tout s'est accéléré. Les techniciens sino-burkinabés ont recalibré leurs instruments, puis relancé les capteurs, constatant que chaque nouvelle mesure confirmait et amplifiait l'écart initial. La montée en cadence fut immédiate. Drones cartographiant la croûte basaltique, scanners souterrains dressant des coupes tridimensionnelles, satellites fournissant des mesures croisées pour éliminer toute erreur de lecture. Une logique implacable s'est imposée, celle d'un basculement scientifique vers un enjeu national. Lorsque les premières images volumétriques ont atteint Ouagadougou, le récit intérieur du pays s'est lui aussi transformé. Les marchés se sont figés, les radios ont relayé l'annonce, et la ferveur populaire a rapidement laissé place à un mélange de fierté et d'inquiétude. Car derrière la nouveauté géologique se dessinait une recomposition institutionnelle. En convoquant une réunion de crise au palais présidentiel, Ibrahim Traoré a recentré la narration sur un point crucial. Cette découverte ne devait pas être perçue comme un gain immédiat, mais comme un test de gouvernance. Autour de la table, les échanges ont porté moins sur la valeur potentielle que sur les risques d'ingérence, la nécessité de sécuriser la zone et l'importance d'un protocole d'analyse indépendant. Les décisions furent rapides, hélicoptères militaires déployés, périmètre verrouillé, communication publique resserrée. Cette réorganisation urgente a agi comme une matrice pour les jours suivants. Dans les villes et les villages proches, un autre mouvement s'est enclenché, plus diffus, mais tout aussi déterminant, discussions spontanées, attentes nouvelles, sentiment que le pays venait d'entrer dans une phase où chaque minute comptait. La découverte cessait d'être un événement isolé pour devenir la première pierre d'une trajectoire plus vaste, encore instable, mais déjà irréversible. Dans les premières journées qui ont suivi la découverte, deux figures ont émergé comme des repères pour comprendre l'onde de choc naissante. Les équipes techniques sur le terrain et les communautés vivant autour de Somgand. Leur rôle ne consistait pas à prédire l'avenir, mais à rendre perceptible la manière dont le pays absorbait, presque heure par heure, la bascule provoquée par le volcan éteint. Le premier cas marquant vient de l'équipe de prospection initiale. Habitués aux mesures routinières, les techniciens ont vu leur protocole se transformer en procédure d'urgence. Les recalibrations successives, l'arrivée de drones supplémentaires et la multiplication des vérifications indépendantes ont créé un environnement où chaque donnée devenait un signal stratégique.
Leur vigilance, d'abord scientifique, s'est muée en vigilance nationale lorsque l'afflux d'analyses a confirmé l'existence d'un réseau carboné profond capable de réorienter l'économie et la diplomatie du pays. Le second cas se trouve dans les villages. Dès les premiers jours, les habitants ont commencé à s'organiser de manière instinctive. Surveillance discrète des routes d'accès. Discussions nocturnes pour comprendre ce qui se jouait réellement et affichage de banderoles affirmant que la richesse devait rester un bien commun. Cette mobilisation spontanée ne relevait pas de l'euphorie, mais d'une conscience aiguë que le territoire entrait dans une zone de pression nouvelle. Ces deux scènes, l'une technique, l'autre communautaire, ont agi comme des indicateurs précoces. Somgandé n'était pas seulement une découverte géologique, mais un changement de rythme pour tout un pays. La question sous-jacente devenait claire. Comment transformer cette activation collective en trajectoire maîtrisée, sans perdre l'équilibre né des premières heures en Turret? Tout a réellement commencé le 7 septembre 2025, lorsqu'un simple signal anormal a déclenché une séquence que personne n'avait anticipée. Dans la fraîcheur du matin, les instruments déployés pour une prospection aurifère ont grésillé d'un ton inhabituel. Les techniciens ont d'abord imaginé une interférence électromagnétique, un incident banal. Mais les mesures suivantes ont confirmé que quelque chose échappait au modèle connu. Cette bascule, brève mais décisive, a constitué le premier point d'activation. À 8h14, les écarts minéraux se sont brusquement élargis. Le protocole standard a été suspendu. Les drones ont été relancés avec une priorité accrue. La cartographie 3D a montré un entrelacement de veines carbonées, signal d'une structure profonde encore insoupçonnée. En 1 heure, le site s'était passé de routine technique à zone d'intérêt stratégique. À Diozo, un rapport d'urgence est parti vers la capitale. Le message était court, mais son implication immense. Probable structure, diamantifère, d'ampleur atypique. Dans les bureaux ministériels, l'information a traversé les couloirs sans bruit, mais avec une intensité croissante. La machine étatique est entrée en mouvement. Lorsque la nouvelle est arrivée au palais présidentiel, un second seuil a été franchi. En pleine réunion du Conseil de sécurité, Ibrahim Traoré a interrompu les travaux. Il a quitté la salle quelques minutes, puis y est revenu avec une décision claire. Activer les équipes d'évaluation militaire. Le signal était limpide. L'enjeu dépassait le seul domaine scientifique. Les hélicoptères ont été envoyés en priorité absolue. Le périmètre a été verrouillé. Les premières patrouilles ont commencé à quadriller les abords du volcan. À la radio, aucune annonce officielle. Dans les rues, en revanche, les rumeurs se sont diffusées rapidement. La population pressentait un événement inédit, même sans données confirmées. Dans l'après-midi, les satellites ont renforcé la vérification. Les images ont montré une structure cristallisée s'étendant sur plusieurs kilomètres, dépassant tout référentiel géologique connu dans la région. Dans les chancelleries, les analystes ont parlé de anomalies majeures. Les marchés internationaux ont déjà commencé à réagir. À Londres et à Dubaï, les indices diamantifères ont bondi de 18% en quelques heures. Le pays venait d'entrer, sans l'avoir cherché, dans un nouveau registre diplomatique. 3 jours plus tard, le climat a changé. La tension est devenue palpable. Des survols non autorisés ont été détectés. Des drones anonymes, présentés comme civils, portaient des antennes évoquant des technologies duales. Les militaires ont resserré le blocus. Les radars ont été installés sur les hauteurs. Les accès terrestres ont été verrouillés. La communication externe a été suspendue. Le pays était désormais dans une zone grise, entre fierté nationale et menace diffuse. C'est dans ce moment exact qu'un geste structurant a été posé. Face à l'augmentation des risques, Ibrahim Traoré a ordonné la création d'une cellule mixte science-défense. Autour d'une même table, géologues, ingénieurs, officiers et analystes ont été réunis. Leur mission, produire une lecture unifiée du site, éviter les interprétations fragmentées, consolider la stratégie. Ce geste, passé presque inaperçu dans les médias, a pourtant marqué le cœur du basculement. Le pays adoptait une gouvernance méthodique moins spectaculaire que nécessaire. Dans les villages entourant Somgandé, la population a réagi à sa manière. Des banderoles sont apparues. Notre terre, notre richesse, notre avenir. Les jeunes ont parlé de renaissance. Les comités communautaires ont renforcé la vigilance autour des routes.
Cette participation spontanée, rarement observée en Afrique de l'Ouest, a donné un poids social inédit à la découverte. La réplique n'était pas géologique, mais humaine. Elle a consolidé ce que les analyses techniques n'auraient pas pu produire seules, l'adhésion collective à une trajectoire encore fragile. Ainsi, de l'activation initiale à la retombée, la séquence Somme-Gandé a suivi une courbe nette. Signal, escalade, tension, consolidation. Et dans chaque embranchement, une même question continuait de flotter. Jusqu'où ce site pouvait-il redéfinir le pays ? Les premières semaines ont permis d'établir un socle technique solide, capable de transformer une intuition géologique en certitude mesurable. 3 séries de données vérifiées indépendamment ont immédiatement modifié la perception du gisement et fourni les repères nécessaires pour évaluer l'ampleur réelle de Somme-Gande. Leur importance ne tient pas seulement à ce qu'elles révèlent, mais à la manière dont elles structurent désormais la stratégie nationale, depuis la planification économique jusqu'au protocole d'extraction. Le premier chiffre marquant concerne la densité moyenne mesurée dans la zone principale, 18,46 grammes par mètre cube, soit plus de 10 fois la moyenne mondiale. Ce niveau exceptionnel montre que le gisement forme un ensemble de chambres carbonées stables. Il indique surtout que la zone n'est pas un filon isolé, mais un système minéral étendu. Une densité aussi élevée nécessite des méthodes d'extraction particulièrement précises pour réduire les pertes. Cette valeur transforme les standards utilisés dans la région et impose une discipline technique nouvelle. La donnée n'est pas seulement quantitative, elle définit le seuil minimal pour calibrer les opérations futures. Une densité aussi haute impose une extraction lente pour limiter toute déperdition matérielle. La cartographie a établi une surface exploitable confirmée de 2,3 km², mais les modèles indiquent une continuité minérale pouvant s'étendre jusqu'à 15 km. Cet écart massif entre zones validées et zones potentielles souligne le caractère labyrinthique du réseau. Les veines se ramifient comme un système vasculaire, changeant totalement la logique d'exploitation. La progression doit se faire par paliers afin d'éviter les ruptures de pression dans les couches basaltiques. Les ingénieurs y voient une contrainte, mais aussi un atout stratégique, car l'expansion graduelle permet un contrôle renforcé. Cette différence entre superficie réelle et superficie possible revoit également la manière de modéliser l'impact économique futur. La grande amplitude potentielle exige une exploration progressive pour éviter tout déséquilibre souterrain. Selon les estimations préliminaires, si l'extraction reste contrôlée et étalée sur 2 décennies, la valeur cumulée pourrait dépasser 1200 milliards de dollars, ce qui est de 200 milliards de dollars, soit environ 40 fois le PIB annuel actuel du pays. Ce chiffre n'est pas une promesse immédiate, mais un horizon conditionnel. Il dépend d'un alignement strict entre gouvernance, stabilité et maîtrise technologique. Une variation de quelques mois dans les annonces ou dans le rythme d'exploitation pourrait entraîner des pertes de plusieurs milliards. Les marchés internationaux suivent déjà ces fluctuations avec une sensibilité notable. Cette projection constitue moins une promesse qu'un garde-fou, permettant d'éviter les surenchères ou les décisions hâtives. La projection élevée illustre combien chaque décision temporelle influence fortement la valeur totale. Ces 3 blocs de données ont déclenché une activité intense dans les universités, les laboratoires, les ministères et les cercles diplomatiques. Des séminaires improvisés ont vu le jour. Des graphiques circulent désormais sur les réseaux sociaux. Les comparaisons avec le Botswana ou la Namibie se multiplient. L'idée d'un modèle discipliné commence à se diffuser, fondé sur une transparence technique peu commune dans la région. Ce socle chiffré agit comme une charpente. Il limite les dérives interprétatives et impose une méthode avant toute décision politique ou économique. Somme-Gandé n'est plus seulement une découverte spectaculaire. Il devient un cadre de référence. Et chaque nouvelle donnée renforce l'idée que la richesse du site dépend autant de sa structure géologique que de la discipline collective mobilisée pour la comprendre. 2 visions solides se sont affrontées dès les premières semaines, chacune portée par des arguments cohérents et par une lecture différente du précédent géologique formé à Somme-Gandé. Le débat n'avait rien d'un affrontement idéologique, il relevait plutôt d'un exercice méthodique visant à déterminer comment un pays jeune peut convertir une anomalie minérale en trajectoire durable.
La première vision, défendue par de nombreux économistes africains, voyait dans la découverte une rupture historique possible. Selon eux, un pays longtemps perçu comme enclavé pouvait pour la première fois imposer ses propres règles. L'argument central reposait sur la configuration initiale. Activation militaire rapide, audits techniques successifs, vérification indépendante et contrôle souverain du site dès les premières heures. Pour ces analystes, cette discipline précoce constituait une ligne de force capable d'éviter les cycles de fragilité souvent observés autour des grandes ressources naturelles. Ils soulignaient également que la mobilisation populaire autour des villages, entre vigilance communautaire et organisation spontanée, renforçait un socle interne rarement constaté dans des contextes similaires. La seconde vision, en revanche, adoptait une posture plus prudente. Portée par d'anciens diplomates et certains experts internationaux, elle invoquait le paradoxe des ressources. Plus une découverte est considérable, plus elle attire pression externe, ingérence et instabilité. Il citait les précédents du pétrole nigérian, du cobalt congolais ou de l'uranium nigérien, estimant que la taille potentielle du gisement pouvait réduire la marge de manœuvre du pays. Selon eux, l'échelle de la découverte risquait de provoquer un élargissement des tensions diplomatiques, notamment après les survols non autorisés détectés autour du volcan et la multiplication des signaux économiques internationaux. Pour répondre à cette prudence, les partisans du modèle discipliné ont présenté un argument de synthèse. Contrairement au cas souvent cité, la structure de Somgandé est encadrée dès l'origine par des audits successifs, une transparence institutionnelle visible et une méthodologie fondée sur la vérification indépendante. Ils affirmaient que la tension n'est pas une fatalité, mais une variable contrôlable si le pays conserve une discipline interne et un rythme technique cohérent. Cette réponse ne cherche pas à nier les risques, mais à montrer que la découverte impose une méthode, et que cette méthode repose déjà sur des garde-fous opérationnels. Ainsi, le débat ne se résume pas à choisir entre enthousiasme et prudence. Il éclaire plutôt deux façons de comprendre un même phénomène. L'une voit une opportunité structurante, l'autre un risque systémique. Et entre ces deux lectures se dessine une constante. Somgand oblige à penser le temps long avant toute promesse immédiate. Un signal discret a tout changé. Sous les couches diamantifères déjà confirmées, les géologues ont détecté des traces de terres rares, un indice faible en apparence, mais suffisamment clair pour obliger les équipes à revoir complètement la lecture stratégique du site. Cette profondeur nouvelle a instantanément déplacé le centre de gravité de Somgand. Ce qui semblait une ressource exceptionnelle devenait un nœud critique dans l'économie mondiale des technologies de pointe. Les données transmises au palais présidentiel ont déclenché une réévaluation urgente. Ibrahim Traoré, confronté à une dimension bien plus vaste que la seule gestion d'un gisement, a dû recalibrer les priorités, conscient qu'une telle découverte repositionnait son pays dans des chaînes d'approvisionnement déjà sous haute tension internationale. Les réactions extérieures ne se sont pas fait attendre. Washington a évoqué une dépendance nouvelle, Pékin a salué une coopération technologique aboutie, Moscou y a vu un rééquilibrage annonciateur. Dans les villages, on parlait d'un deuxième signe de la Terre. Dans les universités, les étudiants discutaient déjà du tournant énergétique que cette couche enfouie pourrait représenter. Ce point médian a révélé une vérité simple. Le site ne livrait pas seulement une richesse, mais une responsabilité élargie. L'impact de Somgandé s'est matérialisé presque simultanément dans 4 sphères clés du pays. Chacune a réagi à son propre rythme, mais toutes ont convergé vers un constat identique. La découverte redessinait le terrain politique, économique et social. Et sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces effets se sont structurés en dynamique tangible. Dans les villages entourant le volcan, la transformation a commencé dès les premiers jours. Les habitants ont érigé des banderoles. Notre terre, notre richesse, notre avenir, qui n'étaient pas seulement des slogans, mais l'expression d'une maturité civique nouvelle. Les comités communautaires ont renforcé la surveillance des routes d'accès, créant une vigilance populaire rarement observée en Afrique de l'Ouest. Les discussions se multipliaient le soir, comprendre ce qui arrive, anticiper les conséquences, protéger ce qui appartient à tous. Cette mobilisation n'était pas un acte de défiance, mais de responsabilité
collective. Elle révélait une idée simple. Si Somgandé devait changer le pays, alors le territoire devait rester au centre des décisions. L'annonce du gisement a déclenché une flambée immédiate sur les marchés mondiaux. En 2 semaines, le cours du diamant brut a bondi de 22% avant de se stabiliser sur un plateau inédit. Les spéculateurs internationaux ont baptisé ce mouvement l'effet Traoré, convaincus que la posture souverainiste affichée par le pays pesait autant que la quantité potentielle du gisement. Pour les entreprises locales, cette volatilité a représenté une opportunité, mais aussi une contrainte. Des discussions ont rapidement émergé autour de mécanismes de stabilisation, afin d'éviter que des variations trop brusques ne perturbent l'économie intérieure. L'apparition de microcrédits dans les zones rurales a permis à des coopératives de se structurer, signe que l'impact économique n'était pas cantonné aux élites urbaines. Au sein de l'État, l'effet le plus profond fut institutionnel. L'administration a revu ses priorités: formation technique, sécurisation du site, transparence dans la communication. Une cellule science-défense a été consolidée pour centraliser les analyses, donner un sens unifié aux données et éviter la fragmentation des décisions. Les universités ont ouvert des filières en géologie appliquée, inspirant une génération d'étudiants qui voyaient soudain un avenir scientifique au pays. Cette dynamique interne s'est articulée autour d'un même principe: transformer la découverte en architecture durable, plutôt qu'en richesse conjoncturelle. Dans la région, la découverte a agi comme un révélateur. Le Mali, le Niger et le Ghana ont proposé une alliance minière régionale pour mutualiser expertise et souveraineté. Derrière ces gestes se cachait une inquiétude diffuse. Comment préserver l'équilibre diplomatique si un seul pays devient un pivot stratégique incontournable? Washington a proposé une assistance pour la transparence. Pékin a suggéré un institut minier régional. L'Union européenne a demandé des garanties environnementales. Chaque acteur cherchait, à sa manière, à influencer la trajectoire d'un pays désormais perçu comme un nœud énergétique et minéral. Dans ce contexte, une phrase d'Ibrahim Traoré a circulé sur le continent. Le Burkina Faso ne vendra pas son âme au prix du carat. Elle a fixé le cadre de la diplomatie nouvelle, ouverte mais intraitable sur la souveraineté. À travers ces 4 groupes, communautés, marchés, institutions et régions, une même certitude se dessinait. Somgandé n'était plus un événement géologique, mais une force de transformation profonde, déjà perceptible dans le quotidien comme dans les alliances. Les mois à venir ne dépendent pas uniquement de la quantité de diamants ou de terres rares enfouies sous Somgand. Ils reposent sur la capacité du pays à naviguer entre alliances, pressions internationales et attentes internes. 3 trajectoires plausibles se dessinent pour l'horizon 6-12 mois, chacune porteuse d'opportunités et de risques spécifiques. Dans cette trajectoire, l'État maintient une maîtrise intégrale du gisement, comme l'ont montré les premières semaines. Les investissements prioritaires se concentrent sur la formation technique, la création de laboratoires minéralogiques, l'extension des filières universitaires et l'amélioration des infrastructures essentielles. Cette approche repose sur une discipline budgétaire stricte et une communication publique mesurée, destinée à réduire la volatilité des marchés rendue visible lors du bond de 22%. Si ce scénario prédomine, l'économie connaîtrait une croissance progressive, soutenue par une exploitation étalée et une montée en compétences internes. Mais il exige une stabilité institutionnelle continue et une résistance solide face aux pressions diplomatiques. Ici, le pays accepterait des collaborations limitées mais contrôlées, clauses de transparence, partage des bénéfices, supervision locale obligatoire. Certaines entreprises, notamment chinoises ou brésiliennes, pourraient obtenir des blocs d'exploration restreints, tout en respectant un cahier des charges strict. L'entrée de capitaux étrangers accélérerait les revenus, permettant des investissements rapides dans les infrastructures hydrauliques, éducatives ou énergétiques. Cependant, cet optimisme demeure fragile. Il repose sur un équilibre diplomatique délicat où chaque partenaire chercherait à infléchir la gouvernance du site. Une gestion imparfaite pourrait créer des tensions internes ou raviver des débats sur la souveraineté. Dans cette hypothèse, les ingérences externes se multiplient, campagnes médiatiques, restrictions commerciales, tentatives d'isolement diplomatique. Pour répondre, le pays pourrait resserrer sa gouvernance, nationaliser davantage l'extraction ou s'appuyer sur un réseau panafricain d'entraide pour amortir les pressions.
Cette posture renforcerait l'unité interne, mais au prix potentiel d'une contraction économique liée aux sanctions ou à la rareté technologique. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais il rappelle qu'une ressource stratégique s'accompagne toujours d'un coût potentiel en termes de tensions extérieures. Plutôt que de prédire une seule trajectoire, il devient nécessaire d'adopter une logique conditionnelle. Si la stabilité institutionnelle tient, alors le contrôle interne reste l'atout principal. Si les partenariats s'équilibrent, alors l'expansion peut être accélérée. Si les pressions augmentent, alors le renforcement régional devient stratégique. Cette manière de penser permet d'éviter les illusions de certitude et d'ancrer chaque décision dans un cadre réaliste. L'impact de Somgandé ne se limite pas aux institutions ou au marché. Il traverse désormais le quotidien, les conversations et les attentes individuelles. À mesure que les données techniques et les décisions politiques circulent, trois groupes distincts, chacun avec ses priorités et ses inquiétudes, interprètent différemment ce basculement. Dans les villages proches de Somgand, la découverte a introduit une vigilance nouvelle. Les habitants surveillent les routes, discutent le soir de ce qui change, évaluent les risques et les promesses. Pour eux, l'enjeu n'est pas abstrait. C'est la qualité des terres, l'arrivée possible d'infrastructures, la protection du territoire ancestral. Ils souhaitent comprendre comment la richesse annoncée peut améliorer leur mobilité, leur sécurité ou l'avenir de leurs enfants. Leur question centrale, cette transformation sera-t-elle réellement partagée ? À Ouagadougou, les étudiants voient dans le gisement un horizon scientifique inédit. Les nouvelles filières universitaires en géologie appliquée attirent des cohortes motivées par un avenir qui semblait auparavant lointain. Les discussions portent sur les technologies, les partenariats et sur la possibilité de faire émerger une expertise locale indépendante. Pour cette génération, Somgandé n'est pas qu'une ressource, c'est une validation de leurs ambitions. Leur question centrale: le pays saura-t-il créer suffisamment d'opportunités pour retenir ses talents ? Pour ceux qui vivent loin du volcan, l'annonce reste puissante, mais plus diffuse. Ils observent les fluctuations des prix, les débats sur la souveraineté, les promesses d'infrastructures. Ils espèrent que la richesse ne se concentre pas dans un cercle restreint. Ils redoutent aussi les pressions internationales perçues à travers les informations circulant entre radio et télévision. Leur question centrale: cette découverte renforcera-t-elle leur stabilité quotidienne ou leurs incertitudes ? À travers ces trois groupes, une attente commune se dessine. Comprendre comment une anomalie géologique peut réellement toucher la vie de chacun, et selon quel rythme. La transformation est vaste, mais elle ne prendra sens que si le pays parvient à relier les décisions stratégiques aux réalités humaines. Depuis les premières semaines, une conviction s'est imposée. Somgandé ne pourra produire ses effets réels que si le pays adopte une méthode claire, lisible et suffisamment robuste pour résister aux pressions externes comme aux incertitudes internes. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un cadre opérationnel s'est progressivement dessiné. Cette feuille de route ne cherche pas à aller vite, mais à tenir longtemps, en alignant savoir, transparence, discipline et participation citoyenne. 5 axes structurent cette démarche. L'idée est simple. Sans maîtrise technique interne, toute souveraineté reste théorique. Former des ingénieurs burkinabés garantit que l'exploration, l'extraction et la gestion des données ne dépendront pas de compétences importées. Ce premier pilier stabilise l'ensemble du système. Les drones de forage et les scanners 3D doivent fournir des informations transparentes. Rendre ces jeux de données accessibles limite les zones d'ombre et décourage les ingérences. La transparence devient un outil de défense. Chaque phase d'exploitation doit être précédée d'une évaluation écologique. La reforestation des zones périphériques et la gestion stricte de l'eau assurent une extraction compatible avec la durabilité. Ce troisième axe inscrit le projet dans le long terme. Le comité rassemblant universitaires, représentants ruraux et responsables sécuritaires consolide la confiance interne. Il garantit que la trajectoire ne repose pas uniquement sur l'autorité d'Ibrahim Traoré, mais sur une gouvernance partagée. L'intégration à une alliance africaine crée un bouclier diplomatique. Elle offre une masse critique de savoir et renforce la stabilité face aux pressions extérieures.